Ok, donc là, l'idée, c'est de parler de cette question du politique. Voilà. Militant, partisan, engagé, neutre, c'est beaucoup de qualificatifs. On ne met pas tous les mêmes définitions derrière ces mots, et donc l'idée de cette conférence, en tout cas, c'était de pouvoir commencer à en parler aujourd'hui. Donc je vous présente nos intervenants. Ici, donc Thierry Coulon, je te laisserai te présenter également. Clément Lavaux, ici, qui nous vient de bien loin, du Morvan. Ok, merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Et Ophélie Desrolles, donc tu es dans cette jeune association donc, de la Nationale des Tiers-Lieux, qui vient à peine d'être créée. Donc je vais commencer à passer la parole à Thierry. Toi, tu es donc... Ouais, voilà. Et donc un centre social, tiers-lieu, ce sont des termes un peu qui se télescopent en ce moment, on en parle beaucoup, mais c'est quoi les missions d'un centre social? Et toi, ta fonction en tant que fédération des centres sociaux, si tu peux nous l'expliquer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, sachant que j'ai une double casquette également, mais j'y reviendrai sans doute également. Donc, un centre social, c'est quoi hein, déjà 2400 centres sociaux en France qui sont en majorité à gestion associative, mais certains sont également en gestion municipale, et donc ça pourra percuter notamment avec certaines obligations en termes de neutralité, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc 2400 centres sociaux en France. À Nord-Pas-de-Calais, donc je suis délégué général de la Fédération Nord-Pas-de-Calais, donc avec une densité importante et un terreau historique de création de centres sociaux, notamment dans le Nord, hein, puisque dans le Nord, 154 centres sociaux et dans le Pas-de-Calais, 70. Donc on est avant tout des lieux de proximité. C'est intéressant que tu m'interpelles sur tiers-lieu ou pas tiers-lieu. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle, Émilie. On a construit un projet, et notamment autour du numérique, on avait dit les centres sociaux tiers-lieux numériques de proximité. Donc ça veut dire ça nous interpellait aussi le sens. Est-ce que les centres sociaux sont des tiers-lieux? En tout cas, notre vocation première, elle est de construire des projets sur des territoires, des quartiers, des villes, des villages, en intercommunalité, notamment dans les milieux ruraux, à partir de la réalité de ces territoires. À partir également et ce qui est central et qui va se dire, est-ce que c'est déjà ça faire de la politique, la place des habitants, quels projets veulent les habitants pour un territoire sur un certain nombre de sujets, puisqu'un centre social se veut intergénérationnel, donc de la petite enfance à des projets montés avec des personnes âgées. Donc c'est avant tout ça, c'est un projet de territoire avec et pour les habitants. Avec des choses un peu administratives, puisque les centres sociaux sont agréés par la caisse d'allocation familiale, sur un projet familial et intergénérationnel. Voilà, donc densité de territoire, densité de présence qui en fait également, et ça sera aussi vous à vous interroger, le fait qu'on soit beaucoup. Est-ce qu'on peut être un contre-pouvoir? Est-ce qu'on est aussi en capacité de bouger ou pas des politiques publiques? Plus on est nombreux, ou est-ce que le nombre ne suffit pas? Mais c'est aussi un sujet. Alors on a un seul micro, là ça va être un peu... Donc, Clément, je te laisse... Ah, il faut que je parle dedans. Non, le deuxième, c'est pas... Ouais, c'est mort. Ah oui, ouais, donc c'est mort. Donc, Clément, donc toi aussi, tu as eu un pied dans les centres sociaux, et puis alors maintenant, on va dire un peu MJC, tiers-lieu. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours qui est intéressant et qui est éclairant aussi par rapport à cette dimension citoyenne qui vit en fait dans ces mouvements? Donc Clément, moi je suis cofondateur et membre de la Bricole à Autun, donc dans le Morvan. Effectivement, l'histoire de ce lieu, donc c'est un lieu qui a été monté, c'est une initiative citoyenne, un petit collectif qui s'est rattaché. Moi, j'étais directeur d'MJC avant. Et effectivement, c'était une MJC qui était agréée centre social. Donc, c'était une MJC qui était affiliée aux deux réseaux.
Donc il y a les 2400 centres sociaux, plus les 1000 MJC, ça fait déjà 3400 dans la balance, structure. Si on rajoute les autres fédés d'éducation populaire, ça fait pas mal de monde, effectivement. Plus les 3500 tiers-lieux, on peut peut-être commencer à réfléchir à quelque chose. Exactement. L'histoire de la bricole, on a décidé, nous, donc on est affilié à l'association, on est adhérent de l'association des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Comté, de l'ANTL aussi, je crois, mais, ou pas encore, mais bientôt. Exactement. Et on a aussi fait le choix d'adhérer à la fédération des MJC de Bourgogne-Franche-Comté parce qu'on avait l'envie de se raccrocher à cette histoire-là, à cette histoire qui remonte au Conseil national de la résistance, de la République des jeunes. Voilà. Je ne vous raconterai pas tout, mais les MJC sont construites à partir d'une question en 1946. L'éducation n'a pas empêché la barbarie, donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est des lieux qui, à la base, sont pensés pour être des lieux d'éducation aux politiques, qui, après leurs histoires, ont pu les éloigner ou les rapprocher de cette question-là. Mais donc, voilà, moi je parle de cet endroit-là, d'une association qui est issue, enfin pas issue, mais qui se raccroche à ce mouvement, mais sans en être complètement dedans, et on verra pourquoi. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Ophélie, je suis la directrice de l'Asso national des tiers-lieux qui existe depuis 2019. Mais effectivement, on a fait évoluer l'association avec le conseil d'administration depuis 2 ans pour restructurer une asso à partir des lieux qu'elle représente et donc de façon beaucoup plus ascendante que ce qu'elle pouvait être précédemment. Et donc on a notamment écrit collectivement un manifeste dont on parlera très certainement tout à l'heure pour savoir si l'asso nationale fait de la politique ou pas. Bon, alors, on va fonctionner comme ça. 3 grandes questions pendant 20 minutes. Et ensuite, on se garde 20 bonnes minutes pour échanger tous ensemble. On ne va pas faire un cours magistral. Donc là, quand même, la première question... un peu neutre, on dit que la politique c'est une manière de gouverner, hein, ça c'est ce qu'on voit dans le dictionnaire, donc bon, ça doit être ça. Et il y a quand même plusieurs façons de gouverner, vous le savez, quand on met en place nos instances de gouvernance dans nos lieux, tout subitement, tout ce monde merveilleux des prises de décision collectives s'ouvre à nous. Et il y a des arbitrages, des choix, mais est-ce que finalement, le fait même d'ouvrir un lieu, et le fait que ces lieux existent, est-ce que c'est pas antinomique avec le fait d'être neutre en fait, en politique? Donc cette question de la neutralité nous semblait intéressante. Thierry, je sais que c'est même quelque chose qui est constitutif des centres sociaux, c'est-à-dire que c'est inscrit quelque part dans les chartes des centres sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc c'est un grand sujet, hein, mais c'est vrai que ça nous taraude quand même depuis quelques temps. D'ailleurs, ça renvoie d'ailleurs au titre de cette journée, c'est est-ce que les centres sociaux doivent se mêler de politique? Les avis sont assez partagés. Alors, dans la charte des centres sociaux, il n'est pas question de neutralité. Par contre, dans la circulaire qui donne l'agrément au centre social, pour être l'agrément de la CNAF, il est question de neutralité. En tout cas, nous, on s'oppose à cette notion de neutralité, d'autant plus qu'elle n'est pas si claire que ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire neutralité? Pour nous, en tout cas, le fait de produire, de travailler avec les gens et pour les gens sur un territoire, de travailler sur la citoyenneté, la démocratie, le développement du pouvoir d'agir des habitantes et des habitants, c'est déjà une manière de gouverner. Et c'est une manière, en tout cas, de gouverner au sens gouvernance, de piloter un projet, d'être partie prenante dans un territoire. Donc, pour nous, c'est clairement faire de la politique. Ça renvoie à la notion de neutralité. Déjà, juridiquement, et c'est un sujet, hein, puisque beaucoup de centres sociaux ou d'associations sont aujourd'hui attaqués sur cette notion de neutralité. Gaëtan en a parlé d'ailleurs par rapport mais on échangera sans doute aussi sur le contrat d'engagement républicain. En tout cas,
un certain nombre d'élus veulent nous, notamment parce qu'on a des financements publics, veulent nous renvoyer sur cette neutralité. En tout cas, nous, développer déjà juridiquement, on n'est pas soumis à la neutralité. Les agents publics sont soumis à la neutralité, mais une association, elle n'est surtout pas soumise à la neutralité. D'ailleurs, ça serait même antinomique avec le fait même de se regrouper en association. Donc pour nous, on revendique de n'être pas neutre. Et je vais la renvoyer à une autre notion, c'est est-ce qu'on peut être pas neutre et partisan? Parce que voilà, partisan au sens, est-ce qu'on doit soutenir tel endroit, tel parti politique ou pas parti politique. En tout cas, nous, on revendique de ne pas être partisan, mais jusqu'à où? On l'a bien vu, Seb en a parlé, lors des dernières élections législatives, clairement, aussi bien le mouvement associatif que la Fédération des centres sociaux a appelé à voter contre l'extrême droite. La Fédération des centres sociaux a même, puisque ça me semblait, moi, un peu hypocrite de dire l'extrême droite, a appelé à voter contre le Rassemblement national. Ce qui nous a valu quand même bien des soucis, mais pas tant que ça. Et ça, alors, très localement, c'est plus compliqué, d'où l'intérêt également d'être fédéré. C'est-à-dire sans doute on peut s'abriter sur une période collective et que très localement, on peut être embêté. Mais en tout cas, nous, on sait que la limite, elle est quelque part là. Ça veut dire qu'on n'est pas parti sur l'entrée-partie, mais on a dit c'est quoi le Rassemblement national? Un des points centraux d'une association ou d'un centre social, c'est l'accueil inconditionnel. Clairement, donc c'est une valeur qu'on porte, d'ailleurs qui est également dans la circulaire d'agrément des centres sociaux. Il est clairement dit que l'accueil pour tous, l'accueil inconditionnel, en tout cas, il est posé comme un fondement. Donc quand on nous a reproché de dire on appelle à ne pas voter contre le Rassemblement national, à ne pas voter pour le Rassemblement national, pas contre, on est totalement en logique avec ce qu'on porte et ce qu'on porte pour nous en tant que projet indépendant, mais aussi ce que les collectivités locales ou ce que l'agrément nous dit, vous devez accueillir de manière inconditionnelle. Ce qui fait qu'on a des sujets, bien évidemment, avec le Rassemblement national. Je ne sais pas si on en parle tout de suite ou... Ouais, je peux compléter, mais je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc... Mais en fait, monter une association, et même la loi 1901, déjà, elle n'est pas neutre. C'est-à-dire que avant la loi 1901, c'était la loi Le Chapelier en 1791 qui justement interdisait tout regroupement, notamment professionnel et tout ça. La loi 1901, c'est une avancée à ce moment-là, c'est dire on donne le droit aux citoyens de se regrouper sans demander l'avis à personne. Et voilà, après on met des statuts ou pas des statuts et tout ça. Effectivement, on n'a pas à être neutre en tant qu'association et je ne pense même pas qu'on puisse l'être. Est-ce qu'après on prend parti, est-ce qu'on prend position pour tel ou tel parti, c'est une autre question, mais ça c'est un tout petit bout de la neutralité. On fait tout le temps des choix. En choisissant ce qu'on sert dans un bar, on fait des choix qui sont de l'ordre du politique. Est-ce qu'on sert du coca, pas de coca? Est-ce qu'on sert de l'alcool, pas d'alcool? Est-ce qu'on fait des repas végé, pas végé? Tout ça, à chaque fois, c'est des choix qui sont politiques. Donc sur ce terrain-là, je pense qu'on ne peut pas être neutre. Et je pense que c'est important de l'assumer, pas forcément à l'externe, après ça c'est des questions de stratégie, mais en interne, de se dire, si on le pose pas, de toute façon les non-choix c'est aussi des choix. Et c'est aussi du coup une politique ou une vision du monde un peu extérieure qui va s'imposer à nous. De dire, par exemple, pour la question d'accueillir tout le monde, c'est évident. Mais en même temps, dans nos lieux, on est traversé aussi par les violences sexistes et sexuelles. Et il y a des moments où on met en place un certain nombre de choses qui ne vont pas exclure les gens, mais qui vont mettre un cadre sur lequel certaines personnes se sentiront peut-être exclues. La question, pour moi, de l'accueil inconditionnel, c'est quelque chose d'hyper important, mais c'est quelque chose qui est posé au niveau des personnes, qui n'est pas forcément posé au niveau des structures. L'accueil inconditionnel, ça ne veut pas dire que dans notre lieu, on doit absolument être d'accord pour accueillir un meeting du Front National ou un meeting d'une asso d'extrême droite parce que ce serait de l'accueil inconditionnel. Mais rien ne nous empêche d'accueillir
un parti politique, un rassemblement citoyen et tout ça, si on se sent en accord avec ces valeurs-là. Ça y est. Nous, par exemple, il y a une liste citoyenne qui s'est montée, alors plutôt montée par des gens de LFI et tout ça à Autun. Ils devaient se retrouver dans un bar. La veille de la réunion, le bar leur dit non, en fait, finalement, vous ne pouvez pas venir. Ils nous appellent en urgence. Nous, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on les soutient, est-ce qu'on va voter pour eux, contre eux et tout ça. On se dit oui, vous êtes dans notre arc de valeurs, c'est OK pour nous de vous accueillir. Après, la bricole, et on en reparlera après, on a fait des choix sur le foncier, sur notre rapport à la subvention et tout ça. On a quelques subventions, de la CAF notamment, qui nous permettent d'assumer cette ligne-là. Et nous, on l'explicite. Mais je pense que ça, le fait de l'expliciter ou le fait que ce soit des choses plus internes, c'est de l'ordre de la stratégie. Et voilà, on pourra en parler plus tard. Eh bien, en complément, je voulais vous lire ce qu'on a écrit dans le manifeste de l'Asso national des tiers-lieux, qui dit « Les tiers-lieux œuvrent à transformer notre société vers plus de liens, de solidarité, de confiance et de partage, en s'appuyant sur les communs, le pouvoir d'agir citoyen et le prendre soin du vivant, des humains et des territoires. » Donc effectivement, comme vous l'avez déjà mentionné, le fait de dire ça, ça veut dire qu'on ne fait pas le contraire, et ça veut dire qu'on estime que les lieux et que les tiers-lieux ont une façon d'agir et donc de proposer une vision de la société qui va dans un certain sens de gouverner, dans un certain nombre de valeurs qui ne sont pas les valeurs contraires. Et c'est vrai que sur le sujet politique, on a quand même une vision de la façon de gouverner ou d'agir et de décider sur les territoires qui impliquent les citoyens. On a évoqué les doléances tout à l'heure, Gaëtan, tu l'as mentionné aussi, où aujourd'hui il n'y a pas un enjeu uniquement de co-conception ou de concertation, mais il y a il y a aussi un enjeu de codécision, et que c'est quelque chose qu'on cherche à soutenir, renforcer au sein des tiers-lieux. Effectivement, l'Asso national en 2024 a pris position également contre l'extrême droite au moment des législatives. Ça a été questionné par certains réseaux régionaux, par certains tiers-lieux, mais comme pour vous, ça a pu faciliter en fait un positionnement plus éloigné du terrain qui permettait aux lieux en interne de dire voilà où nous situons, mais sans bloquer des dialogues éventuels sur leur territoire avec leurs partenaires. Moi, je voulais juste souligner aussi que, au-delà du Rassemblement national, il y a plein d'endroits où il y a plein de conservatisme qui sont beaucoup moins affichés, c'est plus diffus, et que cet enjeu justement de la place des citoyens, de la place du pouvoir d'agir des habitants, des habitantes, il est questionné à plein d'endroits où il y a encore des systèmes de pouvoir qui ne font pas la place à chacun et à chacune, et que ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, y compris vis-à-vis d'autres partis. Alors justement, est-ce qu'on peut creuser un petit peu cette question-là et puis ensuite échanger ensemble sur le rapport concret aux municipalités dans lesquelles sont implantés nos lieux, parce que ça c'est quand même une thématique qui revient régulièrement, c'est-à-dire moi quel dialogue j'entretiens avec les élus, comment ils sont intégrés dans ma gouvernance, comment je me positionne, c'est des choses très concrètes au quotidien. Donc peut-être au niveau des centres sociaux, des MJC, vous avez... Il y a des élus qui sont dans certains conseils d'administration. Donc, comment ça se passe et c'est quoi les stratégies par rapport à ça? Alors, c'est vrai qu'en préambule, j'ai posé un certain nombre de principes. Quand on revient à la diversité des territoires et des endroits, la situation est beaucoup plus compliquée, notamment dans la proximité à mener, quoi. Et Ophélie a raison. On met un peu en exergue le Rassemblement national, mais on a un certain nombre d'endroits assez plombants. On sait que c'est compliqué de travailler sur la participation des gens, sur l'éloignement des élus des lieux de proximité, historiquement dans le bassin minier du Pas-de-Calais, où pour le coup
Alors, même avant l'arrivée du Rassemblement national, il y avait des choses qui faisaient que tout était centralisé et que même le fait d'avoir une association, c'était vécu soit comme du privé, donc autre chose que peut-être les ambitions politiques de certains, notamment de partis de gauche. Et donc, l'idée, c'est que la collectivité locale doit mener tout ce qui est d'intérêt général, quoi. Donc, c'est chaud. C'est chaud, ça veut dire que plus... Alors, en tout cas, les plus soumis ne sont pas les plus à l'abri. C'est ce que je dis souvent aux associations. C'est pas les plus soumises qui sont le plus à l'abri de l'instrumentalisation, de l'obligation ou de l'injonction à faire des choses, quoi. Ça veut dire que, par expérience, quand on a un conseil d'administration, quand on a des équipes, quand on a un projet costaud, c'est compliqué d'aller le bousculer. On voit bien avec l'application du contrat d'engagement républicain. À la fin, c'est rare que Darmanin ait gagné. À la fin. Il y a toute cette période pendant 18 mois, 24 mois où l'association va souffrir puisqu'on va lui arguer le contrat d'engagement républicain. Mais à la fin, voilà, si t'es bien dans tes bottes, je ne sais pas si c'est les bons termes, les bottes, si t'es bien dans ton sujet, dans ton territoire, dans tes baskets, c'est un peu moins compliqué. Mais en tout cas, l'envie d'instrumentaliser, elle est permanente chez les élus, notamment au fait que on donne des financements, quoi. Comme si la subvention... C'est pour ça que nous, on revendique fortement l'existence de la subvention et par rapport à la dérive des délégations de services publics, des appels à projets, etc. La subvention, elle est par nature d'intérêt général et elle n'est pas la volonté d'un, parce qu'on sait que quand on dit une ville, étant en contact avec beaucoup de villes, on voit qu'on a un pouvoir très centralisé des maires, quoi. Et des équipes qui sont dans beaucoup d'endroits des poireaux, quoi. Et le pouvoir est très centralisé dans beaucoup de communes, quoi. En tout cas, tu posais la question de la place des élus dans les conseils d'administration. Nous, en tout cas fédéralement, on revendique que les élus ne puissent pas avoir délibératif dans les statuts. Ils ont, puisque si on dit que ça se négocie par convention, ils ont d'autres endroits. C'est ça. Ils peuvent être présents dans le CA, mais pas sans voter, quoi. Sauf que c'est quand même, c'est présent, quoi. Oui, donc il y a la présence déjà qui est importante. Mais en tout cas, on sait que c'est un combat permanent contre l'instrumentalisation parce que on a des politiques qui ont été éduquées comme ça. C'est je te donne des sous, donc je contrôle ce que tu fais, quoi. Sur cette question de la place des élus dans les conseils d'administration, historiquement, la fédération des MJC ont un positionnement différent. Les élus ont voix délibérative au conseil d'administration. Le directeur ou la directrice aussi. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais à la base, les directeurs et directrices des MJC, c'était un corps professionnel. Ce n'était pas forcément des fonctionnaires, puisque c'était une fédération française, mais les postes étaient financés quasiment à 100% par l'État. Les locaux étaient mis à disposition par les collectivités, et puis au fur et à mesure, avec les lois de décentralisation, notamment à partir de 81, les collectivités ont eu de plus en plus d'importance dans la subvention et dans le fonctionnement de ces lieux-là. Donc effectivement, une MJC un peu classique, elle est très très dépendante des volontés municipales, puisque ces locaux appartiennent aux villes. Souvent, entre 40 et 60% des subventions de fonctionnement sont des subventions municipales, ou maintenant communautaires, mais voilà. Et après, on retrouve les autres financeurs, ça peut être la CAF, l'État, la région et tout ça, et des ressources propres. Ça n'empêche pas du tout une municipalité, une MJC, elle ne va pas arrêter de fonctionner le jour où la gauche passe au pouvoir, ou la droite passe au pouvoir et tout ça. Jusqu'à il y a peu de temps, il y avait un consensus sur le fait que des lieux comme des MJC, des centres sociaux et tout ça soient nécessaires. Moi, dans ma carrière
pas très très longue, mais quand même de directeur d'MJC, j'ai très bien travaillé avec des maires de gauche, avec des maires de droite, souvent un peu mieux d'ailleurs avec des maires de droite, parce qu'ils nous foutent un peu plus la paix. Et ils ont moins envie de nous municipaliser, notamment. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je sais, j'ai perdu le fil, je crois. Tout ça pour vous dire que cette place-là, le fait c'est aussi vu, le conseil d'administration est vu comme un espace d'échange et de dialogue. Après, moi, j'ai arrêté dans les MJC, pas parce que j'en avais marre, parce que j'ai été licencié économique, parce qu'il y a trop de municipalités qui ont remis en place, qui ont arrêté ce contrat avec les villes, et du coup, au fur et à mesure, ça a fragilisé les fédérations. Un modèle économique que je ne vous raconterai pas, qui était un peu complexe. Et donc moi, j'ai été licencié économique. Et quand on a créé la bricole, effectivement, cette partie-là, on n'a pas voulu la reprendre. On s'est dit, on s'affilie toujours au réseau, mais par contre, on ne veut pas forcément avoir ce niveau de dépendance-là à la ville. Donc on a fait le choix d'être propriétaire de nos locaux, enfin voilà, avec un montage un peu comme ça, et de faire des demandes de subventions. Moi, je pense qu'effectivement, la subvention est très importante, mais de ne répondre que aux subventions de fonctionnement. Du coup, on en a moins. On a un peu de FDVA, un peu la ville et la CAF. Et pour le moment, on a fait le choix de ne pas répondre aux appels à projets. La contrepartie de ça, quand je dis ça, c'est je ne pose pas du tout la bricole et le choix de la bricole comme un modèle. C'est ce que nous, on a décidé de faire par rapport à ce qu'on voulait mettre en place sur notre territoire. De la même manière que le fait d'accueillir des événements queer, le fait d'accueillir des événements contre l'extrême droite et tout ça, c'est des choix qu'on a faits parce qu'on était dans une petite ville où, en fait, on s'est rendu compte aussi de l'absence de lieux identifiés pour les militants. Dans une grande ville, vous allez à Paris, il y a plein de cafés, associatifs, pas associatifs, qui remplissent ce rôle-là, de pouvoir se retrouver, de pouvoir construire des espaces de lutte, d'échange et tout ça. Nous, à Autun, il n'y avait pas ça. Et donc, du coup, on a pris cette place-là, mais c'est pas du tout un... Voilà, on a fait ce choix-là. La contrepartie de ça, c'est que du coup, on est une association complètement bénévole, parce qu'on a fait le choix de mettre de l'argent dans la rénovation des lieux, on a fait le choix de mettre de l'argent dans l'achat des locaux, et du coup, on fait le choix de fonctionner complètement bénévolement. Donc à une trentaine de bénévoles qui font tourner le lieu. Ça limite nos actions, mais ça nous donne énormément de liberté. Okay. Ophélie, allez. Alors évidemment, moi je ne vais pas avoir une approche terrain avec les élus territoriaux à notre échelle, même si j'ai eu cette expérience passée. En revanche, ce qui est intéressant là, sur la question des est-ce qu'on bosse bien avec la gauche, avec la droite, avec la diversité des partis, c'est, vous savez qu'en ce moment est discuté le budget 2026, où il n'y a plus d'argent sur la ligne politique publique de soutien aux tiers-lieux, où c'est ridicule, 0,7 millions. Et donc on a décidé, comme l'année dernière, avec l'ensemble des réseaux régionaux et des réseaux thématiques nationaux, de porter un amendement pour remonter cette ligne-là, à 13 millions d'euros en l'occurrence, et que l'ensemble des partis hors RN qui n'a pas été sollicité a acté et a déposé cet amendement-là. Donc ça veut dire que l'ensemble des partis ont accepté de déposer l'amendement, comme l'année dernière, parce qu'en fait... on arrive à trouver toujours sur notre modèle hybride qui est à la fois sur de l'économie circulaire et de la relocalisation, de l'insertion professionnelle, de la transition écologique, de la culture. On arrive à parler avec les uns et les autres. Il y a toujours un petit truc qui arrive à les titiller ou à rentrer dans leur case à eux. Donc, au final, ça permet d'avoir toujours une accroche. Mais ce qu'il faut défendre, c'est cette diversité-là, c'est cette hybridité-là. On sait bien que c'est ça qui fait nos forces aussi de croisement de public, d'ouverture à d'autres façons d'apprendre, de faire ensemble. Et qu'aujourd'hui, malgré tout, c'est ça qui est fortement menacé.
puisqu'avec toutes les baisses de subventions, avec la croyance qu'un modèle économique privé basé sur la vente de services, de produits ou autres, ça permet de financer l'intérêt général ou l'utilité sociale, c'est évidemment faux, mais c'est ce qui est menacé. Et donc, cette hybridité-là, le fait qu'on va pouvoir aller continuer de cocher toutes les cases, entre guillemets, qui parlent à la diversité des partis politiques, elle est fortement menacée par le fait que les tiers-lieux disent très clairement aujourd'hui qu'ils vont arrêter les activités non lucratives. Parce qu'ils sont obligés de recentrer pour survivre sur des activités un petit peu plus lucratives ou devenir payants là où ils étaient gratuits pour un certain nombre d'actions. Ou que leurs publics cibles ont beaucoup moins de pouvoir d'achat, donc de fait ça va être de plus en plus excluant, et donc il y a un vrai enjeu collectivement à aller continuer de défendre cette hybridité à l'attention de l'ensemble des partis, parce qu'au final, si on arrive à être bon sur de l'insertion pro, sur de la formation, sur le fait de relocaliser un certain nombre d'activités, c'est aussi parce qu'on a toutes les autres facettes et qu'on fait cette animation territoriale. Donc voilà, c'était simplement pour enchaîner sur le fait qu'on peut arriver à parler avec l'ensemble des partis, mais qu'il faut systématiquement défendre cette hybridité de nos actions. Oui. Peut-être tu veux rebondir, puis après on va prendre des questions dans la salle. Ok, ouais, non, mais je pense que peut-être pour lancer un peu le débat, je pense que cette question de l'hybridité, elle est hyper piégeuse pour les tiers-lieux, parce qu'en fait, on a vu dans les tiers-lieux une espèce de recette magique d'un modèle économique hybride dans lequel finalement on ferait de l'intérêt général, mais aussi des activités lucratives, et que tout ça permettrait de moins investir et d'arrêter les subventions, quoi. Mais là, on y est, en fait. Donc, si on enlève les subventions dans les tiers-lieux, ça marche plus. Et donc, là, on a une question politique. C'est-à-dire que là, la phrase que je viens de prononcer, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, ouais. Et alors, qui veut prendre la parole pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ça ? Est-ce que vous voulez qu'on débatte un peu de cette question économique, ou est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vous avez entendu, sur le positionnement Comment ? Moi, c'est pas vraiment une question, en fait. Enfin, je vais partir du principe, j'ai déjà discuté tout à l'heure avec Clément. J'ai un point de vue assez mitigé au niveau de la politique. Je viens de monter une asso il n'y a pas longtemps, et je sais que, par exemple, dans certaines villes, c'est compliqué de se faire connaître et de démarrer, parce que, justement, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et en fait, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait peut-être arrêter de faire confiance au milieu politique. Enfin, c'est mon point de vue. Ok, merci Sarah. C'est juste vous présenter. Est-ce que c'était pas vraiment une question non plus, hein ? Non. Hein. Ok, mais on peut rebondir dessus. Qui veut prendre la parole ? Allez-y. Je sais que une fois que c'est lancé, après c'est inarrêtable. Moi, je vais circuler au milieu de vous. Voilà. Alors vous présentez avant. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Béatrice, je représente la maison d'entraide et de ressources de Calais. Donc ma question va être directement liée à ça. Comment on fait si on refuse le modèle hybride, c'est-à-dire qu'on veut rester sur un modèle gratuit pour les usagers, et qu'on est en porte-à-faux radical avec toutes les sources de subventions locales, puisqu'on accueille des personnes étrangères à Calais. Nous, on est en recherche de solutions de manière désespérée pour financer. Donc je vous avoue que je suis très intéressée pour savoir comment on peut trouver du financement si on sait d'avance que la mairie, le département, voire l'Europe ne vont strictement rien nous donner, et que à côté de ça, on n'est pas tout à fait dans le créneau culturel classique. Voilà. Donc pour l'instant, on essaie de grappiller des choses par-ci par-là, mais je vous avoue que la question du modèle hybride, elle nous revient régulièrement, puisque on se dit, et si on prenait des gens qui venaient faire leur activité et financer leur activité dans le lieu, mais en même temps, ça arrive en porte-à-faux avec la politique du lieu, et donc tout devient très compliqué. Oui, moi ce que je voulais dire sur le modèle hybride, c'est le fait que si on a des activités commerciales, servicielles ou autres,
elles sont orientées vers ça. Elles ne servent absolument pas à financer toutes les activités non lucratives d'intérêt général. Et c'est là-dessus qu'il y a une vraie difficulté de compréhension. Et en ce moment, vous le savez, il y a des études sur le modèle économique des tiers-lieux, sur justement comment on les rend plus productifs. Et on n'arrête pas de leur dire, mais il faut sortir de cette croyance-là. Qu'en revanche, ces actions servicielles ou productives, ou le fait d'avoir un bar qui tourne, permet un mélange des publics, permet de croiser d'autres façons de faire, oui, et c'est très bien pour ça. Mais en revanche, ça ne finance pas l'autre partie. Et effectivement, aujourd'hui, les chiffres sur le temps passé par les équipes à aller chercher de l'argent par rapport au projet, c'est 30 à 35% du temps passé à remplir des dossiers, et donc derrière que 65% dédiés à prendre soin des personnes que l'on accueille. Et très clairement, aujourd'hui, il n'y a plus de solution du tout. Alors j'en suis désolée, je suis assez défaitiste de ce point de vue-là. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce désespoir. En revanche, il y a aujourd'hui, pour moi, l'enjeu avec les réseaux régionaux, avec les réseaux thématiques nationaux, avec l'asso nationale et avec des alliances, c'est justement de faire ces alliances-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers à rentrer dans un cycle qui est un peu plus chaotique, où il va falloir faire le dos rond, où il va falloir se soutenir les uns les autres, parce que par contre, ce qu'on ne pourra pas nous enlever, c'est notre engagement. Alors c'est certes un petit peu notre épuisement, mais c'est le fait qu'on continue d'agir et qu'on est persuadé que la transformation sociétale vers laquelle on tend par la façon dont on agit est une voie pérenne, durable et juste pour notre avenir commun. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros enjeu à mettre de l'énergie, à faire ces alliances-là, à défendre collectivement, vous le disiez tout à l'heure, 2400 centres sociaux, plus de 1000 MJC, 3500 tiers-lieux à la grosse. Ça fait beaucoup de monde, plus toutes les autres fédés, ou tous les autres réseaux thématiques nationaux. Donc en fait, nous sommes nombreux. Et si on arrive à faire ces alliances-là, à mutualiser des services, à se faire du bien les uns les autres, pour moi, ça, c'est une marge, c'est un endroit d'espoir. Ça ne fait pas rentrer de l'argent dans la caisse, très clairement. Il y a toujours peut-être des petites marges de manœuvre, mais au moins de se les partager, c'est une façon d'agir à toute petite échelle. J'en ai bien conscience. Peut-être là, je vais prendre ma casquette là, de président du mouvement associatif régional pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Ophélie. Donc, on fédère 37 têtes de réseau ou 37 fédérations dans des domaines aussi diversifiés que le sport, la culture, l'action sociale, le médico-social, la santé, la solidarité internationale, la solidarité de manière générale. Et depuis quelques années, on est tous à travailler sur ce qu'on appelle le MSE, le modèle socio-économique des associations, avec les 3 piliers, c'est-à-dire nos ressources humaines, bénévoles et salariés, nos financements, notamment les subventions, et le 3e axe que tu as commencé à développer autour des coopérations et des alliances. Aujourd'hui, je pense que le monde associatif, de manière générale, et un colosse, souvent il a été un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que parce qu'on était chacun aussi dans son couloir, le 11 octobre, il y a eu un grand mouvement national, et c'est la première fois dans l'histoire du monde associatif en France, donc on va dire depuis 1901, si on remonte plus loin, où de manière intersectorielle, il y a eu 300 événements nationaux. On était 3000 dans les rues de Lille. C'est la première fois où on s'est dit, sous le mot d'ordre, ça ne tient plus, parce qu'aujourd'hui, ça ne tient plus. Tu as raison, ça ne tient plus. Le samedi, ça ne tenait plus, et tout le monde était d'accord, parce que des déclarations d'amour, on en a plein.
les élus qui disent tout ce qu'on est merveilleux, les parlementaires. Enfin, moi, j'ai jamais vu, bon, sauf peut-être certains élus, et encore, on verra que c'est plus nuancé que ça, dire les associations font de la merde, un centre social doit disparaître, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des choix. Gouverner, c'est choisir. Je crois que c'était l'introduction de Seb. Ben aujourd'hui, il va falloir choisir entre l'intérêt général et le fait que tout se délite. Vous, mesdames et messieurs les élus, vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés par l'abstention, vous êtes condamnés par la remise en cause, vous n'êtes pas fichus de rien organiser au niveau national. Donc, si le pan de la solidarité et du lien social est cassé, ça va être hyper compliqué. Et moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne mieux à se causer entre nous, et pas dans notre créneau. Pas dans notre créneau, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sport va s'en prendre plein la gueule. Hein. Moins 25% sur le projet de loi de finances. Et il n'y a pas que les tiers-lieux qui prennent cher. Les tiers-lieux prennent très très cher. Mais l'IAE va s'en prendre, enfin, l'insertion par l'économique s'en prend plein la tête. Là, le budget, le projet de loi de finances, il est catastrophique. Il est catastrophique et tout le monde est en train de braire, comme on dit ici, à l'Assemblée. Il y a tout le monde a fait des propositions d'amendements, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire bouger les lignes. Alors sans doute qu'il va falloir qu'on soit un peu plus offensif, un peu moins consensuel. Par exemple, moi je suis pour... et j'essaie de le porter, mais c'est compliqué, puisque au nom de l'intérêt général, quand je dis un centre social... et pourquoi on n'imagine pas, pendant 1 mois, 2 mois, une France sans association? C'est-à-dire que pourquoi nous, on n'irait pas sur ce phénomène de grève? Ça veut dire que, d'ailleurs, pendant le mouvement, France Inter avait fait un reportage. Imaginez qu'est-ce que ça donnerait. Plus de crèches, plus d'accueil de solidarité des migrants, plus d'accueil de jeunes, plus d'accueil de loisirs, plus d'action vers... On est quand même une putain de force qui s'ignore collectivement, quoi. Mais là, le ça ne tient plus, c'est une réalité, quoi. Vous prenez cher, mais tout le monde prend cher, quoi. Tout le monde prend cher, quoi. Et voilà. Et je pense qu'il faut que moi, j'invite tout le monde à se regrouper sur le 3e pilier, hein, sur les alliances, les coopérations, et pas seulement pour faire des économies, quoi. Parce que souvent, on nous dit coopérer entre vous pour mutualiser, en gros, pour que vous coûtiez moins cher, quoi. Ok. Guillaume, je travaille à la compagnie des tiers-lieux sur l'animation du réseau régional. Je suis d'accord avec toi, c'est la grève du mouvement associatif qui lancera la grève générale après, puisque tout le monde sera dans la merde du coup. Dans les tiers-lieux que je rencontre, je vois plein d'histoires, mais on peut un peu catégoriser. Il y a des projets qui vont se monter de façon très consciente sur le modèle économique, sur la politique, tel que tu l'as raconté pour la bricole. Vous avez fait le choix du bénévolat. Il y en a qui vont faire le choix du tout marché pour pas dépendre de subventions et du coup pas se retrouver à être dépendant des décisions politiques. Puis il y en a qui vont se monter dans une logique de service, de remplir des trous culturels, etc. et qui vont effectivement sur l'hybridité. Et la question politique arrive après. Ils vont se réunir autour de valeurs. Et puis à un moment, paf, le lien avec les autorités locales vont se poser. Mais merde, on a créé 3 emplois. Et si on s'oppose, on va pas y arriver, ou on perd les emplois. Donc c'est là que les tensions se font beaucoup, quoi. Qu'est-ce qu'on privilégie, notre dignité politique ou le fait d'avoir créé 3 emplois ou de créer 3 chômeurs, etc. Donc c'est pas forcément une question à la conférence, mais plutôt une question aux tiers-lieux qui sont ici. Est-ce qu'il y en a qui sont dans cette situation, qui se retrouvent dans ces situations-là, qui ont des problèmes de choix, qui ont fait le choix? Voilà, c'était juste une question. Voilà. Quelqu'un veut réagir? Tu voulais? Vas-y. Je réagis pas tout à fait sur... mais moi, je reprends la question, et toi, tu en fais de la politique. Quand on est dans... Alors, je suis salarié des Francs-Cadelaine, donc salarié, engagé. Lorsqu'on est engagé, on fait de la politique. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, il est important de faire de la politique. Parce que c'est pas en restant chacun dans notre coin, en disant on défend nos valeurs, mais voilà, c'est comme disait Monsieur Coulon, aujourd'hui il faut travailler ensemble, et ça n'a jamais été aussi important. C'est pas quand on sera au fond du trou qu'il faudra réagir. Là, on a besoin d'être ensemble, de travailler ensemble, pas pour mutualiser, pas pour faire des économies, mais pour dire on est là, on est fort.
le mouvement associatif, qu'il soit sportif, tiers-lieux, centres sociaux, fédération d'éducation populaire, on représente combien de millions de personnes? Et combien de personnes qui profitent de nos activités? Eh bien, faisons de la politique. Et faisons un acte de présence, de militantisme, en disant on est là et on ne va pas laisser tomber. Parce que si nous, on laisse tomber, qui va s'occuper des habitants? Je voulais juste réagir sur ce que vous avez dit tous les deux. Là, on avait fait une très rapide enquête sur la situation des tiers-lieux pour justement amener des chiffres très concrets en soutien à l'amendement qu'on proposait. Et quand je disais, certes, il y a les lieux qui proposent des activités d'intérêt général, d'utilité sociale, qui voient leurs subventions fortement baisser, donc qui sont à risque. Mais ceux qui ont aussi des activités basées sur la production, l'artisanat, la vente de services, voient aussi leur chiffre d'affaires baisser. Parce que moins de pouvoir d'achat, parce que les collectivités s'engagent moins, parce que instabilité sur les commandes, parce que inflation, exactement, les personnes ou les structures qui leur passent des commandes arrêtent de passer des commandes, donc on est dans le même bateau. Pardon. C'est pour dire que j'ai une conférence qui commence après. Du coup, j'en perds le fil. Mais voilà, c'était juste pour dire ça. Et que quand on leur demande, mais c'est quoi le risque? Quels sont les risques que vous voyez? Le risque politique n'est pas tellement mentionné. En fait, il y a un enjeu d'associer la situation financière, économique et d'instabilité à non pas du quotidien et un enjeu que l'on peut gérer à l'échelle d'un territoire, mais aussi à un enjeu de choix politique, de choix de gouverner, de valeurs à mettre en avant. Et que ça, pour moi, c'est un vrai enjeu collectif qu'il faut que nous ayons dans ce qu'on affirme. Et le fait de faire des alliances, c'est aussi de dire que si un centre social tombe, si une MJC tombe, eh bien en fait, c'est l'ensemble des structures qui soutiennent les valeurs d'accueil inconditionnel, d'antisexisme, d'antiracisme, de démocratie participative, qui vont tomber derrière. Voilà, donc c'est simplement pour dire que moi, je plus sois la nécessité d'arriver aussi avec des arguments politiques dans les échanges qu'on mène avec nos élus. Et ils ont un petit peu tendance à dire « Ah non, mais moi, je ne fais pas de politique, je fais du développement territorial. » Ou quand je choisis d'installer Hermès à la place du WIP à Colombelles, je ne fais pas de la politique, je fais de l'économie. Voilà, donc ça, c'est difficile. C'est difficile de les amener sur ce terrain-là, mais moi, je pense que c'est aussi des endroits de rapport de force où on les oblige à s'exprimer et à dire, mais au final, on va trouver des points d'accroche. Vous êtes pour la solidarité, vous êtes pour les associations, vous trouvez qu'on fait un super boulot, puisque vous le dites, messieurs et mesdames les élus, eh bien, allons sur ce terrain-là. Vous ne pouvez plus derrière vous dédire, en tout cas publiquement. Donc rebonjour, Gaëtan Merin, je me suis présenté tout à l'heure. D'abord, je voulais revenir sur une chose qui était... c'est rare de voir des politiques qui ont pour projet de fermer des MJC ou des centres sociaux, ce qui est un peu ce que vous disiez. Il y a deux précédents, hein, là où j'habite, l'Escapade et Hénin-Beaumont, qui était une MJC, un théâtre qui a fermé, parce que mairie RN qui a tout fait pour fermer ce théâtre. Et puis le centre social Partage à Bruay-la-Buissière, pareil, fermé, mais les deux fois, c'était de manière assez insidieuse en prouvant, entre guillemets, que les associations qui faisaient tenir ces structures faisaient justement de la politique et étaient radicalement de gauche ou ne s'adressaient pas à toute la population. Donc je pense qu'avec ce risque du Rassemblement national qui va venir dans de plus en plus de communes, regardons ce qui s'est passé dans le bassin minier du Pas-de-Calais et avant qu'il ne soit trop tard, disons-le qu'on fait de la politique, parce que de toute façon, le Rassemblement national va nous dire qu'on fait de la politique si on ne l'affirme pas, et va nous instrumentaliser. Ça, c'est la première chose. Et sur l'hybridation, puisque Guillaume nous invitait à témoigner, il y a quelque chose, qu'on revendique au passage à niveau, c'est
donc on est un centre d'art et de transformation sociale. A priori, notre boulot, c'est de faire de l'émancipation des populations par des pratiques culturelles, mais pas que. Il se trouve que par contrainte économique, on a fait le choix là cette saison de programmer beaucoup de tributes. Donc on fait des tributes de ABBA, on fait des tributes de Queen, de AC/DC. En termes de valorisation culturelle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, ça nous permet d'être indépendants. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, enfin, justement, ce que disait Clément sur le bénévolat, ça nous permet d'être indépendants parce qu'on est autonome financièrement. Nous, c'est le fait de programmer des tributes. Et en fait, je pense que tous, on a nos petites stratégies. Voilà, moi, c'est un peu là-dessus que je voulais réagir en disant, finalement, peu importe la stratégie, ce qui est important, c'est d'être indépendant, enfin, d'être autonome et de ne pas dépendre que d'une chose. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je sens qu'on peut être libre et comme ça qu'on peut faire, avoir un projet politique, c'est en disant, ça, c'est ma concession, c'est ça qui me permet d'être libre et du coup, par derrière, je ne dépends pas de tel ou tel pouvoir qui pourrait me faire fermer parce qu'il arrête de me financer ou autre. Il y a beaucoup d'MJC qui ferment, et pas que par l'extrême droite. MJC Chilly-Mazarin en 2015, c'était la droite centriste. MJC de Fréjus, MJC de Saint-Clément à Auxerre, MJC Maris-Bastier à Viry-Châtillon, il y en a plein. Je voudrais juste citer, enfin pas citer, mais une petite référence, Nicolor Perlas. C'est un agronome philippin qui, dans les années 90-2000, était très engagé dans le mouvement altermondialiste et en fait qui a théorisé et pensé la société civile comme troisième pouvoir, en disant qui a pensé la triangulation, c'est-à-dire en disant qu'une société est articulée sur le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir de la société civile. Et il disait deux choses, l'importance de s'organiser, parce que les deux autres pouvoirs ne s'en privent pas, et l'importance de tisser des alliances en interne, mais aussi avec les deux autres. La sphère économique ne se prive pas du tout des alliances avec le politique. Et nous, on en a peur. On ne veut pas y aller, on ne sait pas, on veut perdre notre indépendance et tout ça. Mais là, on se rend compte qu'à un moment, pour aller poser des amendements, il faut les avoir, ces alliés. Pendant très longtemps, nos associations, les MJC, les centres sociaux et tout ça, c'était des espaces de formation des élus locaux et des élus nationaux. Ça l'est de moins en moins, par les grandes écoles, par l'avancée justement de la sphère économique, et du coup maintenant énormément d'élus locaux viennent plutôt du monde dans l'entreprise. Ça n'a rien d'anodin sur la manière dont sont gérées les villes, et dans la manière dont sont positionnées les associations en DSP, en marché public et tout ça, en tant que fonctionnalité, et pas tant qu'en projet global. Ok. Ouais, vas-y Thierry. Oui, peut-être pour réagir à ce que disait Gaëtan, je suis assez d'accord qu'il faut qu'on trouve les espaces, notamment financiers, de liberté, sauf que ça veut dire que sur cette posture-là, on peut abandonner la notion d'intérêt général, de la subvention d'intérêt général, parce que au nom de dire on ne veut pas être soumis à quiconque, on pourrait renoncer au fait de dire que la subvention c'est un truc d'intérêt général, c'est pas les sous du ministre des Finances, c'est pas le sous des maires, etc. C'est les sous pour l'intérêt général. Et à un moment, ce truc-là, on s'est dit, par stratégie, on va diversifier nos financements. Je comprends le sens politique et le sens d'une forme d'indépendance, mais moi je me sens pas soumis quand je demande une subvention. Et par contre, les postures de certains élus, et notamment, on voit très bien que depuis 10 ans, on a une mutation sur le profil de qui sont ces élus. Des gens qui venaient réellement d'une société civile à des gens qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas connu l'hyperproximité et un certain nombre de réalités. Et donc ça, c'est compliqué, parce qu'on parle pas de la même chose. On n'a pas la même culture. Et quelquefois, tu te dis, mais... avec ses bacs plus 17, il est un peu con, quoi, ce type. Et parce que c'est souvent des types, hein, quoi. C'est plus rarement des femmes. Et on voit très peu de femmes mères dans le Nord et de manière générale. Mais c'est sans doute aussi, un sujet. C'est un clin d'œil à Émilie. Ok. Allez, Ophélie, peut-être une dernière, parce que là, vous avez entendu la sonnerie, hein, c'est l'heure de la récré, donc on va pas quand même chauffer la récré. Oui, je voulais
je ne sais plus qui l'a dit, mais je trouve que effectivement, si on n'affirme pas des positions fortes, de toute façon, et tu l'as un petit peu mentionné, le fait de s'écraser nous préserve pas du tout du fait de pas avoir derrière des subventions ou des marchés ou autres, et que par contre, arriver à créer un rapport de force juste sur des valeurs, sur des propositions, il est extrêmement important parce que si, de toute façon, on va perdre. Si on ne dit rien, on va perdre, donc autant dire des trucs, quoi. En revanche, et c'est des travaux qu'on mène avec les réseaux régionaux, avec les réseaux thématiques nationaux. Pardon, oh là là. Ça commence c'est de nous armer collectivement à ce dialogue-là, à former les élus, les techniciens, techniciennes, agents territoriaux, certes, mais ça, on sait que c'est du très long terme. En revanche, comment on se sent soutenu et solidaire dans notre capacité à aller dialoguer avec telle ou telle mairie, que s'il y a une complexité sur une ville, et ben, quand le lieu, MJC, centre social, tiers-lieu, va discuter, ben en fait, il sait que derrière lui, il a son réseau, il a ses copains, et que c'est pas que sa parole qui défend, c'est l'ensemble, et qu'il est armé dans sa façon de discuter et de comprendre les stratégies menées par les collectivités, quelles qu'elles soient, ou l'État d'ailleurs. Bon, et ben ça fait partie des choses qu'on peut travailler ensemble. On est quand même un mouvement jeune, là je parle des tiers-lieux, dans notre structuration collective, et c'est des points qu'on essaye de mener là tout de suite avant les municipales, mais qu'il faut aussi penser forcément sur le long terme. Donc en attendant, il faut qu'on tienne le choc ensemble. Ok. Merci. Je crois qu'on va clore la conférence. Voilà. Remercier nos intervenantes, Ophélie, Thierry et Clément. Voilà. Vous dire bravo. On a maintenant une série de regards croisés qui se déroulent un peu partout à partir de 11h30, donc on a le temps de la récré et pas complètement... Voilà. Et on peut retourner au café là-bas, donc merci à vous, et puis on continue les débats toute la journée sur ce thème. Merci.